Bonjour Sylvia Mancini. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire des religions à l'Université de Lausanne et vous travaillez notamment sur les états de conscience modifiés, sur la transe, sur l'hypnose, dans les rituels religieux. Alors on va y revenir, mais d'abord on a entendu dans le reportage tout un chacun, n'importe qui peut être hypnotisé. Ça veut dire quoi? C'est un fondement anthropologique. Tout être humain est capable de modifier son état de conscience comme ça? Je crois que l'état d'hypnose ou tout état dissocié des consciences, plus ou moins intense, relève, je dirais, de la psychophysiologie humaine. C'est un état spontané. Donc, tout et chacun peut effectivement, dans certaines circonstances, subir cet état de régression, on pourrait dire. Régression dans ce sens que par rapport à l'état de vigilance, de lucidité, de présence à soi-même, peut s'atténuer, même dans des comportements automatiques comme conduire une voiture ou fixer un point dans l'espace en laissant aller ses propres idées comme ça, sans les diriger à une fin déterminée et ponctuelle. Et on rentre dans cet état légèrement dissocié. Et vous l'avez dit, quand on conduit la voiture, c'est vrai que parfois on se dit tiens, j'ai eu un moment d'absence, ou quand on a une longue ligne droite, ça c'est déjà un état dissocié de conscience en fait. Oui, parce qu'on peut parler d'état dissocié dans le sens, dès lors qu'il y a un écart par rapport à l'état de vigilance normale, disons. On l'a entendu aussi, on ne peut pas être hypnotisé contre son gré ou à son insu. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut y croire pour que ça marche? Je pense qu'il faut surtout être dans une relation de confiance avec l'environnement que vous entoure. Si vous êtes crispé, vous vous sentez menacé, évidemment, ça ne marche pas. Je m'intéresse à ces états dans un contexte, on peut dire, institutionnel, symbolique, rituel notamment. Et on sait très bien que quand quelqu'un participe au rituel, est dans un état de confiance. Vous avez déjà testé l'hypnose? Oui. Oui? Oui, oui. Et ça fait quel effet pour ceux qui ne... J'étais surprise. J'ai étudié le phénomène, je l'ai observé en tant qu'anthropologue, mais l'expérimenter est assez surprenant. Oui, je dois confesser que je l'ai trouvé tout à fait efficace. Et est-ce que vous avez eu accès à cette part d'imaginaire? On l'entendait aussi dans le reportage, ça fait tomber des barrières, hein, l'hypnose, ça ouvre la porte de l'imaginaire. Est-ce que... C'est surtout l'hypnothérapeute qui, en se servant des matériaux que vous-même lui offrez à travers les premiers dialogues que vous entamez avec lui, qui utilise ces fragments de discours, des souvenirs, d'images que vous lui fournissez, qui puis les réactive. Et effectivement, l'imagination est un vecteur d'efficacité fondamentale. Et il y a donc une forte part aussi de suggestion par l'hypnothérapeute, par l'accompagnant. La suggestion est simplement, je dirais, relève, si vous voulez, de l'opération technique qui vous permet d'être dans cet état de relaxation extrême. Mais après, c'est vous-même qui faites le travail, justement. Il ne fait qu'indiquer la conduite et fonctionner un peu comme un metteur en scène d'un scénario dans lequel vous êtes l'acteur. Alors, vous travaillez justement sur le cadre religieux. Vous travaillez de manière transversale, mais vous avez notamment étudié la religiosité populaire en Amérique latine. Vous travaillez aussi sur les spiritualités ésotériques contemporaines. Dans ces cadres-là, pourquoi est-ce qu'on a recours à l'hypnose, en fait? À quoi ça sert dans le cadre religieux? Les cultures sur lesquelles je travaille, évidemment, n'ont pas conscience que les États qui se trouvent à mobiliser, par exemple, dans une activité thérapeutique ou lors d'un pèlerinage pour demander une sanation, un miracle, etc., qui sont dans un état hypnotique. Ne la reconnaissent pas comme telle. Mais ce que j'ai pu observer est qu'un rituel fonctionne dans la mesure où ces états légèrement dissociés se trouvent mobilisés et installés. Je dirais que même tout rituel, d'une certaine manière, sous-tend la mise en place d'un état légèrement dissocié, parce que quand vous rentrez dans le cadre rituel, la dramaturgie même du rituel produit une rupture. Donc l'acteur du rituel est déjà installé dans un plan autre par rapport à son quotidien.
Mais même alors quand, je ne sais pas, on se rend à une messe ou à un baptême, enfin un rituel dans lequel on entre, il y a une forme de dissociation? Je dirais que est quelque chose de propre au dispositif que nous, historiens des religions, appelons mythico-rituel, de jouer sur ces différentes gammes de la conscience unitaire. Simplement, dans les cadres religieux, ces états sont mis à contribution très souvent, surtout dans les domaines de la religiosité populaire, sont mis à contribution pour redresser des états critiques, par exemple, les formes d'exorcisme magique, certaines consultations destinées à identifier l'origine de votre mal ou ces états interprétés comme états de possession, etc. Cette dissociation est stratégiquement très utile pour procéder au travail de recadrage et de restauration d'un état de santé, on peut dire. Et est-ce que cet état dissocié, justement, est nécessaire pour accéder dans les rituels religieux à ce qu'on appelle le monde invisible, à l'autre réalité? Mais disons, c'est le contraire, c'est l'effet de convoquer tout un imaginaire peuplé d'entités mythiques, esprits, divinités, entités dotées de ces capacités de vous aider, de vous sortir d'affaires, qui, d'une certaine manière, est nécessaire, fait partie de la dramaturgie qui favorise d'abord cette dissociation et puis vous permet effectivement de procéder à cette autocorrection parce que ce qui se produit au fond dans les rituels magiques, c'est un processus d'autocorrection. Mais on a besoin de tout un dispositif, d'une scénographie qui fonctionne comme déclencheur de cette... Et on a besoin d'un tiers dans un rituel comme lors d'une séance d'hypnothérapie, on a besoin de quelqu'un pour nous y amener. Absolument, oui. Absolument. C'est pas quelque chose qui peut être fait spontanément, en quelque sorte, même avec la pratique, ce recadrage dont vous parlez? Je ne suis pas spécialiste de certains psychotechniques qui utilisent les états dissociés, par exemple dans les spiritualités orientales. Mais dans les cas des thérapies magiques populaires, telles que je les ai observées, il y a toujours un opérateur rituel qui est là, qui fonctionne pour activer et déclencher cet état. Et dans les religions traditionnelles, justement, sur lesquelles vous travaillez, cette personne, elle est en quelque sorte reconnue par la communauté pour avoir cette capacité-là. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces cabinets d'hypnothérapie qui fleurissent, il n'y a pas ce même contrôle populaire, finalement, sur ces personnes? Est-ce que, pour vous, ça peut être peut-être problématique ou pas? Disons que l'utilisation des états hypnotiques à des fins thérapeutiques dans un cadre comme celui de la modernité n'a pas du tout la même signification que dans les contextes, disons, spontanés dans lesquels je l'observe. Par exemple, dans le cas de la modernité, c'est le sujet qui est dans un état de crise, de nécessité, qui sollicite explicitement une intervention psychothérapeutique. Dans les sociétés traditionnelles, le mal-être souvent n'est pas reconnu comme tel. Donc, il s'exprime à travers des états, par exemple, d'assujettissement. Les gens disent d'être envoûtés ou d'avoir fait l'objet d'une influence maléfique. Et donc, on mobilise, on peut dire, tout un répertoire des figurations, des stéréotypes, là aussi culturels, à travers lesquels les mal-être s'expriment. Et donc, celui qui va intervenir pour corriger ces dysfonctionnements doit à son tour mobiliser les mêmes répertoires pour pouvoir être efficace. C'est ça. Et dans ces cas-là, c'est souvent, vous parliez d'envoûtement ou d'exorcisme tout à l'heure, souvent la communauté qui amène la personne envoûtée auprès de la personne qui peut l'aider. Absolument. Vous disiez tout à l'heure, vous travaillez sur le côté opérant en fait, de ces rituels. Ça veut dire que ça fonctionne, ça marche. Ça peut soigner. Ça fonctionne. Et là, les paradoxes du rituel qui affiche visiblement un caractère fictionnel, parce qu'on est dans une sorte de mise en scène, d'artifice, mais c'est un artifice qui fonctionne. Donc, effectivement, ça nous oblige à aborder l'étude du rituel, non pas sur la base nos références habituelles, non, qui convoquent l'opposition vrai-faux, mais questionner ce type d'institution symbolique mais efficace
à travers d'autres types de critères, par exemple la question du technicisme qu'il convoque et la question de l'efficacité, parce qu'au fond, c'est ce qui compte. Oui, finalement, vous ne dites pas est-ce que les entités auxquelles ils font appel pour guérir la personne existent vraiment? Est-ce que c'est vrai? Vous dites, en fait, est-ce que ça marche, quoi? Exactement. Et vous c'est vous rendez exactement compte ça. que ça fonctionne. Ça, c'est la puissance de l'imaginaire aussi ou... L'imagination active, comme l'appelaient les ésotéristes, des Paracels jusqu'aux romantiques du début du XIXe siècle, l'imagination active est considérée vraiment comme un vecteur d'efficacité parce que c'est une force plastique capable de produire des effets parce qu'elle stimule une sorte d'interaction accélérée entre la sphère psychique et la sphère organique, l'objectif et les subjectifs. C'est une passerelle fondamentale. Et c'est pourquoi elle est mise à contribution dans les traditions, dans les cultures traditionnelles, qui précisément active et mobilise tout cet imaginaire. Parce qu'il faut les rendre présents et l'utiliser comme des acteurs stratégiques, comme un imaginaire qu'on a peut-être un peu perdu en Occident. Je me dis ça parce que finalement, je le disais en introduction, ça a longtemps paru suspect en Occident, l'hypnose, la transe, enfin tous ces états modifiés de conscience. Pourquoi? C'est dû à quoi? Parce que notre culture, depuis la philosophie grecque, d'une certaine manière, a privilégié une vision déterminée du sujet. Le sujet présent à lui-même, conscient, maître de lui. Évidemment, l'état dissocié est un état qui se trouve en conflit avec cet idéal culturel qui est le sujet autoconscient et maître. Exactement. C'est le lâcher-prise, en fait, l'hypnose. C'est le lâcher-prise. Oui. Mais vous me disiez aussi, quand on préparait cette émission, qu'en Suisse, il y a quand même plus de tolérance ou d'intérêt pour ces pratiques par rapport, par exemple, à la France ou l'Italie. Il y a une spécificité suisse? Je pense que cette spécificité suisse du plus grande ouverture et tolérance est due peut-être à la culture nationale suisse, plus proche de la culture germanique, davantage imprégnée d'une philosophie de la nature ouverte à l'idée de cette interaction entre psychisme et corps et physiologie. Et donc, ça rend particulièrement sensible la culture suisse à ce type de stratégies thérapeutiques si décriées ailleurs, où elle domine une vision beaucoup plus positiviste et fixée à la tradition du rationalisme français. Merci beaucoup, Silvia Mancini, d'avoir participé à cette émission. Merci. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, justement, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou poster un message sur notre page Facebook.